mon avis, la géophilosophie doit travailler dans deux axes à la fois, dans l'axe de l'espace, spatialité en général, et dans la dimension de la temporalité. Surtout en référence à Ibn Khaldun et sa théorie d'anthropologie d'abord physique et culturelle, et sa théorie d'Assabillier a quelque chose à voir avec l'espace, la nature et le climat en particulier. Donc, quand on fait l'état de l'état, si je puis dire ainsi, en fait, le concept d'état est dans sa spécificité, non pas comme un concept global, trop molaire, et qui est incapable d'expliquer quoi que ce soit dans l'histoire. Bon, au-delà de la différence entre l'État Reich ou l'État moderne, en fait, quand on voit dans l'anthropologie, surtout l'Asie, l'exemple d'Asie, on voit des empires très spécifiques, les empires turcs, par exemple, l'État de Göktürk. Et en général, en fait, toute cette série des États successifs qui sont fondés par les Turcs, ce qu'on appelle les Turcs. Plutôt les Turciques. Turcomans. En fait, et les Mongols aussi. En fait, on voit dans cette succession des États une sorte de bifurcation des États. En fait, ce ne sont que des États divisés entre les fils du souverain, en fait. Quand il y a deux fils, l'État se divise en deux souverainetés dont la génération est assurée par ces deux fils séparément. Donc, ceci nous dit concernant la nature de la souveraineté en général, une souveraineté, surtout dans un espace géographique comme l'Asie, ne peut être soutenue que en fait par ces successions filiales dans une division essentielle. En fait, division en deux États essentiels et structurels à la souveraineté, disons. Surtout dans un espace nomadique, dans une mœurs nomadique, dans une Lebenswelt, la vie le monde de la vie nomadique et cette concurrence entre deux États. Sans cette concurrence entre deux souverainetés, il n'y a pas de souveraineté. Au fond, quand il n'y a pas deux, il n'y a pas un. Quand il n'y a pas deux souverainetés, il n'y a pas une seule souveraineté. Ça n'a aucun sens, ça n'aurait aucun sens. Dans des espaces européens, géographiquement parlant, en fait, là, c'est difficile à démêler, mais dans l'Asie, dans les grands espaces nomadiques, nomadisants, là, il n'y a pas une habitation urbaine, agglomération, ni féodalité, mais ni même pour les raisons géographiques, ni même l'agriculture de suivi. Bien sûr, il y a de l'agriculture, mais ce n'est pas la tâche essentielle. Donc, ils sont forgerons plutôt, les Turcs, comment tu les aussi, ils sont forgerons, comme tout est nomade, disons, et ils sont développés dans l'orfèvrerie,
dans le tissage des tapis, et dans le tissage des tissus. Et les iskits, par exemple, nous offrent un exemple très parlant. Ils étaient dans le sommet de l'artisanat de orfèvrerie, dans l'usage d'ornements précieux, les métaux précieux, en particulier l'or. Bon, il faut suivre tous ces axes au niveau de temporalité, et il faut parler autrement des choses, des successions des événements temporaux et leurs articulations. C'est un concept très abstrait, mais spatialité, géophilosophie, les concepts de la géophilosophie, ou anciennement parlant l'anthropologie physique et culturelle, nous offre des instruments spatiaux qui sont plus faciles, qui est plus praticable dans la théorie en tout cas. Donc, la référence à Carl Schmitt et son concept de souveraineté est fondamental, lui aussi en faisant une obligation, ou bien le fondement même de la souveraineté, le concept de cette dualité de ami et ennemi. Donc lui aussi, exigeant une entité ennemie à chaque État, fondé au fond de l'essence de la souveraineté, même au sein même de l'Europe, comme une entité dualiste, duale, par essence, par structure. Donc Carl Schmitt est très utile pour notre conception de souveraineté duelle. Donc, référence à Hegel aussi est essentielle, surtout dans la conception historico-temporelle, mais il faut aller par ordre et rappeler dans la philosophie moderne cette contestation contre l'espace concernant la conception du temps, d'abord par Bergson et puis par Heidegger, deux figures essentielles de la temporalité. Mais quand on regarde de près Sein und Zeit, là, on voit une théorie de la temporalité hors du concept vulgaire du temps ou le temps des horloges non développé. Donc le livre n'est pas complet. Et elle est critique lancée contre Aristote et sa conception de temps, et les critiques lancées contre la conception du temps, soi-disant vulgaire, de Hegel, restent non fondées. Donc Jacques Derrida, dans son article fondamental qui s'appelle « Ousia et Grammaire, une note sur une note de Sein und Zeit », nous explique enfin que une notion originaire de la temporalité, en dehors de toute considération spatiale, est un peu idéalisante, pour ne pas dire idéaliste. Donc, le concept d'espace, surtout spatialité, espacement, ne peut pas être pensé en dehors du concept de la temporalisation. Donc Derrida insiste sur ce nouveau concept bâtard mais originel qui s'appelle espacement et temporation. Espacement concerne tout acte différent. Donc, Aristote, dans son Physique, livre 4, expliquait d'une manière intéressante mais très spatialisante le temps. Le temps, pour Aristote, était au fond arithméos kinéséos, donc le nombre du mouvement.
le temps était expliqué par le mouvement. Bon, donc Jacques Derrida, dans son article fondamental qui s'appelle Ousia et grammaire, une note sur une note de Sein und Zeit, nous explique enfin que une notion originaire de la temporalité en dehors de toute considération spatiale est un peu idéalisante, pour ne pas dire idéaliste. Donc, le concept d'espace, surtout spatialité, espacement, ne peut pas être pensé en dehors du concept de la temporalisation. Donc Derrida insiste sur ce nouveau concept bâtard mais originel qui s'appelle espacement et temporation. Espacement concerne tout acte différent. Donc, Aristote, dans son Physique, livre 4, expliquait d'une manière intéressante mais très spatialisante le temps. Le temps, pour Aristote, était au fond arithméos kinéséos, donc le nombre du mouvement. Le temps était expliqué par le mouvement. Bon, c'est très cohérent pour Aristote. Là où il y a hareket, il y a de bereket. Bon, ça veut dire, là il y a un mouvement, il y a du temps, bien sûr. Bon, mais selon Heidegger, ce ne serait pas une conception du temps originelle. Alors, mais le mouvement de devenir temporel a lieu dans l'espace. Donc c'est, au fond, c'est un argument assez riche pour penser spatialisation de l'espace, pour aider notre cœur originaire qui donne lieu à des réalisations, actualisations, énergie, praxis politico-culturelles, etc. Ça se passe dans l'espace, dans un plan d'immanence, pour dire Alexis Deleuze. C'est ça le plan d'immanence. Il faut penser de spatialisation. Mais la dimension temporelle n'est pas négligée par Deleuze, à mon avis. Il n'est pas tombé dans le concept du temps enregistré ces gens. Au contraire, comme on voit dans son effort d'être anti-dialecticien et dans son anémie contre Hegel, et donc dans son concept de différence non dialectique, une différence qui inclut la répétition, donc une sorte de sérialité, une pensée de sérialité à mon avis. Et quand on dit sérialité, on dit à la fois continuum et à la fois discontinuité. Donc les séries, articulation de séries, surtout au niveau des événements, bien sûr, spatio-temporels, se fondent sur les séries. On peut les formaliser, en tout cas, en pensée, avec l'idée de sérialité, et qui est valable pour la musique, mais pour toute articulation culturelle des institutions, disons, spirituelles même, praxis en tout cas. Les praxis, les événements, les effectuations se font des séries dans la ligne temporelle et dans l'espace même, en incluant les discontinuités et les continuités à démêler, à définir. Donc définition, concept définition aristotélicien, horismose est très utile, et chaque événement distingué, défini selon sa substance,
sous-usière, au sens de catégorie et non pas protéusière, veut dire que définir chaque chose selon sa substance et dire, horismos veut dire logos de cette chose dont on parle, soit un événement. Donc, horismos, définition, nous donne logos de cette chose. Qu'est-ce que cette chose? Quand on dit logos au sens de définition, ça nous donne, ça dessine aussi une idée d'économie, c'est ma thèse à moi. Chaque logos, chaque définition doit être économique, selon mesure, sur mesure de cette chose dont on parle, peu importe lequel. Donc, parler sur mesure, parler selon la mesure du temps, et la mesure de deux choses distinguées, qui laisse situer dans une sérialité, mais fait des discontinuités, des ruptures, distinctions. Définir, c'est distinguer et être économe dans les distinctions. Aristote était économe autrement, en faisant une distinction d'abord magistrale entre un génos, n'est-ce pas, un genre et une espèce. Mais c'était un contrôlage trop général pour classer, définir selon sa substance. Donc, le sous-titre de ma thèse était les logiques en pluriel et les économies en pluriel de l'énonçable et du visible. Maintenant, en parallèle à ce concept double de l'espace et du temps, comme de ligne virtuelle de l'analyse, il faut ajouter avec Foucault, tel qu'il est conçu, compris par Gilles Deleuze, admirablement. Donc cette deuxième ligne virtuelle est encore double, celle de l'énonçable et celle du visible. Très utile dans toute analyse historico-culturelle. Donc, Foucault nous offrait ce double concept admirable en faisant une distinction entre le document historique, forcément, et le monument, comme ça fait rime, document et monument. Et en théorie, documents correspondent à tout ce qui est discursif de l'ordre du discours, donc énonçable. Ça concerne toute une théorie d'énonciation, sujet d'énonciation, les énoncés, les énoncés préétablis, les énoncés qui s'articulent selon un discours dominant, efficace, pragmatique, ou souverain, ou dominante, etc. Et le deuxième axe, monuments. Ce ne sont pas des monuments historiques au sens étroit du terme, mais tout ce qui est visible, de l'ordre de irréductible à l'énonçable. Toute chose de l'ordre de signe, indication et indice peut être monument. Monuments ne sont pas toujours des choses visibles. Donc, sans faire de référence à toute la littérature de la phénoménologie de la perception, Foucault, alors, pensait la visibilité dans toute sa richesse théorique, incluant l'invisibilité. Toutes ces analyses concernant la naissance du clinique, la naissance de la prison, donc il distinguait, définissait de manière économe
la spécificité d'un événement, souvent visible, soit passé insignifiant, qui n'a pas de l'ordre de la discursivité, pas forcément, mais suivi par la discursivité. Donc il y a une articulation entre ce qui est écrit, ce qui est exprimé, et ce qui est fait, ce qui est effectué comme événement, machine, appareillage, etc. Donc le chariot de l'exécution est très évoquant. Par exemple, invention d'un chariot, quelque chose de très simple, mais c'est un événement, je dirais, incorporel ou corporel qui fait commencer une époque qui ferme notre époque, etc. Oui, je vais appeler ici parloir comme un parlement, mais à une différence près qu'il n'y a personne ici. Donc un parloir à soi. Pourquoi parle-t-on là où il n'y a personne? Donc la raison ontologique de la parole disparaît normalement à l'absence d'une deuxième et troisième personne. Mais en fait, la langue n'a pas besoin de quelqu'un, c'est la parole qui a besoin. La langue se parle. Sprache spricht. C'est de ce sich sprechen je veux parler. Qu'est-ce qu'il parle? Une langue. Et si une langue a une tongue, il me semble que la qualité d'une parole se mesure à ces trois choses. Une, l'absence immédiate d'une deuxième ou une troisième personne. Quand je dis immédiate, je ne parle pas d'une absence totale ou de la fin du monde, ni de Robinsonade. Ah, mais encore, Robinson, il se parlait dans le début de son itinéraire. Et puis, il s'est tué. Il a fait autre chose. Deuxièmement, en supplément à cette absence immédiate d'une personne, une langue a besoin tout d'abord d'une temporalité ouverte. Dans la langue, il y a un espace. Et parcourir cet espace a besoin d'une temporalité propre à une langue et à la prolifération d'une parole à peu près intelligible. Donc, deuxièmement, j'ai souligné spatio-temporalité de la langue, toute seule, et sa prolifération, sa manifestation dans une personne, un sujet parlant. Troisièmement, le sens. Voilà une question difficile. Est-ce que
une langue a un sens en soi, pour soi, ou par contingent, par contexte, par relation, par une tournure. Voilà une question difficile. Une langue peut être morte, entièrement morte. Et son sens, s'il y en a, peut être entièrement enterré, caché, tué, en silence, comme un monument, comme une ruine. Mais à peu près toutes les langues vivantes sont des ruines au fond, et fondamentalement ruines. Une langue, c'est la ruine. Quand on parle, il n'y a plus de ruines, il n'y a que de bégaiements, bruissement d'une langue dans la parole. Et quand je suis tout seul en tant que sujet parlant, alors j'ai une affaire à une ruine. Et je me promène dans cette ruine. Quand il y a une présence vive de la parole, une personne vivante, immédiate, face à moi, j'oublie la ruine, cet abîme qui est dans le langage. Je suis allègre, triste, etc. Toute affection est possible, mais j'oublie que, au fond, je suis affecté par cette ruine avant toute affection contingente, contextuelle. Voilà. Solus ipse parlant, d'abord une bizarrerie, mais ensuite une autoconscience de rien, un rien qui se parle. Et c'est rare, et c'est rare. Alors, quand je dis une langue comme une ruine, je parle à peu près d'une chose comme une cave, au sens d'une tombe ancestrale qui n'a pas la mienne. Alors, en arabe aussi, pour dire tombe, il y a un mot qui s'appelle kabir, et il y a des variations de ce mot kabir, jubra, qui veut dire à peu près abîme, un vide, un abîme dans la terre. Un abîme dans la terre. Et peut-être dans le ciel. Jubra, ça sonne très mal, c'est un prénom de jeune fille, très courant, et ça veut dire une tombe. Voilà une langue. Une langue a quelque chose à voir avec une fille vierge ou bien fertile. Une langue morte dont je parle pour personne, c'est une fille vierge, intangible. Une langue pour personne, la langue de personne. Une langue enfermée dans ses renvois de signes à soi, de soi à soi, sans dehors. Un chaos sans dehors. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est le commencement ou recommencement, une sorte d'origine orientée vers l'ouvert, mais enfin
retourner sur soi, toujours prêt à se renfermer comme une cabire, pourtant ouvrable comme possibilité d'entamer une parole. Alors le mot cubra, cubure, et kabir, ça fait un tout. Maintenant je vais parler de kubur. Kubur, c'est une fosse septique au sens normal du terme, dans le langage courant. Dans la langue sainte, je ne connais pas la signification nuancée. C'est également une sorte d'abîme, mais au sens péjoratif, une fosse, à la fois une tombe un peu hasardée dans le champ de guerre, encore ruine. Donc dans ce parloir dénommé ainsi, je choisis le temps pour parler, pour que le temps se parle, le temps de parler pour un temps. Alors je choisis les intempéries, la pluie, pour qu'il n'y ait personne à entendre, pour que tout le monde entende ensuite. Je me parle, mais au fond je parle à un enregistrateur, une sorte de magnétophone de 3e, 4e génération, très high definition, etc. Je suis fidèle à ma parole, hautement fidèle, je suis une high definition. J'ai choisi le temps des intempéries et le temps du temps, le temps qui se fait temps, le temps qui se tempore. C'est ça, la vivance d'une langue et sa temporation. Et au fond, je suis jamais tout seul. Donc, dans ce parloir dénommé ainsi, je choisis le temps pour parler, pour que le temps se parle, le temps de parler pour un temps. Alors je choisis les intempéries, la pluie, pour qu'il n'y ait personne à entendre, pour que tout le monde entende ensuite. Donc aujourd'hui, on va faire dans un autre endroit notre petit parloir. C'est pas mieux au niveau d'écho. Ici, il y a beaucoup de bruit. Bon, il y a partout bruit, mais le temps, il fait beau. Dans cet après-midi, ben, on a parlé du temps et de l'espace et de la géopolitique, et de la géophilosophie politique fondamentale. Mais on n'a pas parlé beaucoup, peut-être, de l'art, sauf cette histoire de l'Institut de réglage des horloges. Voilà. Il s'agissait d'une ironie profonde de la part de l'auteur. Aujourd'hui, dans ces jours-là, dans ces temps-là, on ne parle même plus de l'ironie.
ni de l'humour. Dans les social media, ce que je vois comme étiquette, parodie. Voilà. Le maître mot pour être désinculpé, pour être tranquille devant les lois, parodie. Quand seul droit, apparemment, pour l'instant, c'est la parodie. Si on fait la parodie, alors il n'y a pas de problème. D'ailleurs, l'Institut de réglage des horloges n'a rien à voir avec une parodie. C'est un livre très sérieux, à mon avis. Ce qu'on appelle comme genre, c'est quelque chose d'intraduisible. En turc, c'est abès. Abès, le mot abès, c'est un peu près de l'absurde. C'est absurde. Pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même un genre absurde, intelligent. Voilà, parodie, je n'aime pas beaucoup. Je n'aime pas du tout. Mais je cherche à trouver un homme à mon genre, à moi. Voilà, une question encore sérieuse. Qu'est-ce que je fais, moi? Oui, je parle dans une parloire, c'est logique et c'est simple. Mais de quoi parlons-nous? On parle du parloir, on parle du temps. On parle du temps. Du temps qui se fait. Bon. Voilà. Le temps de l'ironie, apparemment, est un mal. C'est pas passé, mais l'ironie est un mal. Il y a un mal d'ironie. L'ironie souffre et la parodie gagne. Voilà, on peut résumer l'état des choses actuelles dans la politique actuelle ainsi. Alors, il faut en sortir. L'ironie n'est pas une solution totale, mais l'ironie est quelque chose comme un peu immortel. C'est-à-dire, ça passe jamais. Ça ne passera jamais. Tant qu'il y a de l'humanité et de l'existence plurielle, multiple, c'est-à-dire politique, existence politique, exige l'ironie. La politique ne se fait pas avec l'ironie, je sais bien, mais tant mieux. Bon, l'ironie, c'est pour le peuple, donc on parlait triptyque, troisième pied de cette structure, le peuple. Bon, il n'y a plus d'agriculteurs, mais il y a encore une populace. Et populace a besoin de l'ironie. Alors, social media, c'est une bizarre dénomination. Médias sociaux, toutes sortes de médias sociaux. Asocial, oui. Social media, plutôt asocial. Bon. Il faut être asocial. Tant qu'il y a une exigence d'être asocial. Quand il n'y a plus de socialité, il faut être asocial à un moment donné. Bon, je suis dans ces moments-là. Ce ne sont pas de petits moments d'asocialité. Longue durée d'asocialité. Alors, ça sert à quoi? Bon, on va voir. Vous allez voir après moi. Vous savez que j'enregistre ma voix, mes films, mon existence, et c'est pas seulement pour moi, pour mon autodéveloppement, oui, self-realization, mais pour vous, parce que je n'aurai pas du temps de me regarder toute ma vie entièrement. Vous non plus. Il n'y aurait que des épisodes chargés de sens, j'espère. Bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Alors, je suis au dehors, je ne suis pas chez moi, et pourtant chez moi, il y a une autre moi qui travaille. Voilà, une machine à ma place fait un film. Alors, quand je suis à la maison, c'est encore une machine qui fait des films,
c'est encore une machine qui fait des sons, les chansons. Première fois dans ma vie, aujourd'hui dans le petit matin, j'ai composé une chanson. Voilà, c'est pas une composition, c'est pas une symphonie, mais une chanson, même une chansonnette quoi, en fait, avec les rimes, ringuin et tout. Voilà, c'était la première fois. Alors j'ai composé cette petite chansonnette avec l'aide des médias, plutôt une machine. Lui, c'est interactif. Moi, j'ai présidé à la composition de cette chansonnette, mais je ne peux pas dire que c'est moi qui ai composé en fait. D'abord, la mélodie était déjà composée, c'était une chanson très connue, j'ai oublié son nom, mais c'était anglais. All That She Wants, quelque chose comme ça. Bon, heureusement qu'ils ont inventé une machine, c'est encore très rudimentaire, mais ça nous donne la possibilité de écrire et réécrire les paroles d'une chansonnette et faire notre propre chansonnette. Voilà, c'est ça que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Alors, je voulais faire encore quelque chose de plus grand que ça, mais le moyen, la machine actuelle, ça me permet que ça. Donc, j'ai une chansonnette à moi. Et l'autre chansonnette, c'est à la maison, elle se fait. elle se fait. Et quand je rentre, je vais l'écouter. Je vais écouter ce que j'ai composé. Voilà. Machine, ça prend du temps. Labeur humain, et j'aime beaucoup ce mot, labeur, travail, Arbeit, humain. Aussi, ça prend du temps, ça étale dans une temporalité, et la machine aussi, tranquillement, fait son travail. Et moi, avec la machine, je suis plus tranquille parce que toute monotonie. Alors, chargé à la machine, moi, j'ai le temps de penser et encore autre chose. Je ne suis pas une machine, bien évidemment, mais je travaille machinalement. Bon, je travaille avec les machines, avec les ordinateurs, avec les applications multiples. Et j'invente pas l'application, mais j'invente des usages, le périphérie des usages. Voilà, c'est un procédé très connu, c'est le détournement d'une chansonnette par exemple. Voilà le mot à peu près exact, situationniste de l'époque de 68, c'était détournement. Donc, il ne disait pas qu'il s'agissait d'une ironie et surtout pas d'une parodie. Alors, il y a un processus de détournement spécifique, ciblé sur une question précise. Et c'est pas un grand art, oui, je sais, c'est pas un grand art, une chansonnette, mais c'est un cheminement, à mon avis, vers une grande art qui est, pour l'instant, infaisable. Je cours dans tous les domaines. C'est pour Jacques Derrida qu'on disait cela. En fait, il est sur tous les champs de bataille à la fois. Bon, alors, je compose pas une musique, mais je compose des situations, je compose et recompose des procédés, mais surtout des speech acts. Voilà. Ce que je compose, ce sont des actes de parole. Alors, je suis un homme de parole et de l'image. Je chasse des images tous les jours et je chasse des mots depuis mon enfance, bien sûr, des paroles des grandes, des tantes, etc. J'étais un grand écouteur en fait.
j'écoutais. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, mais il y avait des petites socialités familiales et conviviales. J'écoutais les grands, les paroles des grands. Alors, j'enregistrais dans ma tête. Et j'enregistre encore. C'est ça, les préliminaires d'un travail de longue durée. Alors, tout à l'heure, je me suis rappelé de ce que j'avais déjà raconté dans un cours. Je disais qu'il y a plusieurs livres fondamentaux pour moi de Freud, parce que dans l'instant même, je parlais de Totem et Tabou et Moïse et Monothéisme. Ces deux livres, ou un seul livre en deux parties, c'était la Bible du XXe siècle. Bon, je veux m'arrêter là, c'est pas mon sujet, mais je disais aussi des livres techniques fondamentaux de Freud. Pour moi, c'est la psychopathologie de la vie quotidienne et l'interprétation des rêves. C'est très technique pour comprendre ce que je fais en toute conscience avec l'aide d'inconscience et de la machine. Voilà, pour l'instant, c'est ça. All that we want is another toy. He's gone tomorrow, boy.